Elle a lâché son verre de champagne. Il s'est brisé sur le carrelage de Emma Maison. Et ma belle-fille a murmuré, le visage blanc comme un linceul. « Vous êtes morte. » Non, j'étais bien vivante. Et je venais de comprendre ce qu'ils avaient m'en fait pendant que j'agonisais seule dans un ravin des Alpes. Je m'appelle Claire Maubrun. J'ai 66 ans. Et ce que je vais vous raconter est l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Pendant 3 semaines, ma propre famille m'a crue morte au fond d'un précipice. Ils n'ont pas cherché mon corps. Ils n'ont pas engagé de secours privé. Ils n'ont pas remué ciel et terre pour retrouver leur mère. Non. Ils ont débouché le champagne. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, sur ce carrelage de mon propre salon, face à une belle fille portant mes bijoux et un fils incapable de me regarder dans les yeux, il faut que je vous raconte ma vie d'avant. La vie que j'avais construite pierre par pierre avec mon mari Robert pendant près de 40 ans. Robert et moi, nous nous sommes rencontrés en 1979. J'avais 21 ans, il en avait 24. C'était à Beaune, lors de la vente des vins des Hospices. Je travaillais comme serveuse dans un restaurant du centre-ville pour payer mes études de comptabilité. Lui, il accompagnait son père, un petit négociant en vin qui possédait quelques hectares de vignes et une cave modeste. Robert m'a remarqué ce soir-là. Il m'a dit plus tard que c'était ma façon de porter les plateaux qui l'avait séduit. Une façon de marcher droite, fière, même avec 6 assiettes en équilibre sur les bras. Il trouvait ça élégant. Moi, je trouvais ça épuisant. Mais quand il m'a souri, quelque chose s'est passé. Quelque chose que je ne peux pas expliquer même aujourd'hui. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, en 1981. Une petite cérémonie dans l'église de Pomard, suivie d'un repas sous les tilleuls du domaine familial. Le père de Robert nous a offert 3 hectares de vignes, comme cadeau de mariage. 3 hectares! C'était énorme pour nous à l'époque. Nous avons pleuré de joie tous les deux. Les années qui ont suivi ont été dures, mais belles. Nous travaillions du lever au coucher du soleil. Robert dans les vignes, moi à la comptabilité et à la vente. Nous avons agrandi le domaine petit à petit. 3 hectares sont devenus 5, puis 8, puis 12. Nous avons racheté le manoir du XVIIIe siècle qui jouxtait nos terres, quand le vieux propriétaire est mort sans héritier. Nous l'avons rénové nous-mêmes, pièce par pièce, pendant 10 ans. En 1983, notre fils Mathieu est né. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Robert était dans les vignes quand j'ai senti les premières circontractions. Il a couru si vite qu'il a perdu une chaussure dans les rangs de pinot noir. Il est arrivé à la maternité de Beaune avec une seule chaussure, les mains encore tachées de terre, le souffle court. Et quand l'infirmière lui a mis Mathieu dans les bras, mon grand Robert, cet homme solide qui portait des fûts de chêne comme s'ils étaient en carton, s'est mis à pleurer comme un enfant. Mathieu a grandi dans les vignes. Ses premiers pas, il les a faits entre les rangs de chardonnay. Ses premiers mots, c'était raisin et papa. Il suivait Robert partout, un petit seau à la main, ramassant les grappes tombées, avec un sérieux qui nous faisait rire. J'ai cru pendant longtemps que Mathieu reprendrait le domaine, qu'il continuerait ce que nous avions bâti, qu'il transmettrait à ses propres enfants cet amour de la terre, du vin, du travail bien fait. Je me trompais. À l'adolescence, Mathieu a changé. Il s'est mis à détester les vignes. Il disait que ça sentait mauvais, que c'était du travail de paysan, qu'il voulait autre chose. Il voulait la ville, les bureaux, les costumes. Il voulait être quelqu'un d'important, disait-il.
comme si être vigneron ce n'était pas être quelqu'un. Robert en a eu le cœur brisé, mais il n'a rien dit. Il a payé les études commis de commerce de Mathieu à Lyon. Il a payé son appartement, sa voiture, ses voyages. Il donnait sans compter parce que c'était son fils. Et moi je faisais pareil. Parce que c'est ce que font les parents. Ils donnent. Mathieu a rencontré Séverine pendant ses études. Elle avait 22 ans, lui 23. Elle était belle, je dois l'admettre. Des cheveux blonds parfaitement coiffés, des ongles toujours impeccables, une façon de s'habiller qui sentait l'argent même quand elle n'en avait pas. Elle étudiait le marketing et parlait sans cesse de marque, de tendance, de positionnement. La première fois que Mathieu nous l'a présentée, c'était un dimanche de Pâques. Nous avions préparé un repas traditionnel. Jambon persillé, œufs en meurette, fromage de l'abbaye de Cîteaux. Séverine a regardé la table avec une expression que je n'ai pas comprise sur le moment. Plus tard, j'ai réalisé que c'était du mépris. Elle trouvait notre repas rustique, provincial. Elle a à peine touché à son assiette. Pendant le dessert, elle a demandé combien valait le domaine. Juste comme ça, entre 2 bouchées de tarte aux pommes. Robert a failli s'étouffer. Moi, j'ai senti un froid me traverser le cœur. Mais Mathieu a ri. Il a dit que Séverine était directe, que c'était une qualité dans les affaires. Robert et moi avons échangé un regard. Nous n'avons rien dit. Ils se sont mariés en 2015. Un grand mariage à Lyon, dans un château que les parents de Séverine avaient loué pour l'occasion. Ses parents étaient médecins tous les deux. Ils nous regardaient, Robert et moi, avec une politesse glaciale, comme si nous étions des curiosités folkloriques qu'on tolère par obligation. Robert a payé la moitié du mariage, 100 000 €, nos économies de 10 ans. Il l'a fait sans broncher parce que c'était pour son fils. Et Séverine n'a même pas dit merci. Elle a juste hoché la tête comme si c'était normal, comme si c'était dû. Après le mariage, les visites se sont espacées. Mathieu et Séverine vivaient à Lyon. Ils venaient au domaine 1 fois par mois, parfois moins. Et chaque visite suivait le même schéma. Ils arrivaient le samedi midi. Séverine se plaignait de la route, de la poussière, de l'odeur des vignes. Ils déjeunaient rapidement. Puis Mathieu nous demandait quelque chose. De l'argent pour une nouvelle voiture, un prêt pour des travaux dans l'appartement, une avance pour des vacances, toujours quelque chose. Robert donnait, toujours, et moi aussi, parce que c'était notre fils, parce que nous l'aimions, parce que nous espérions qu'un jour, il reviendrait vers nous, vraiment. En 2019, Robert est tombé malade. Cancer du pancréas. Le médecin nous a donné 6 mois. Robert en a tenu 8. 8 mois pendant lesquels je l'ai accompagné, soigné, aimé de toutes mes forces. 8 mois pendant lesquels Mathieu est venu 3 fois. 3 fois en 8 mois. Séverine, elle, n'est venue qu'une seule fois. Pour l'enterrement, Robert est mort un matin de novembre. Il faisait froid. Les vignes étaient nues, dépouillées. Je tenais sa main quand il a fermé les yeux pour la dernière fois. Et dans ce silence terrible, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai hérité de tout. Le domaine, le manoir, l'entreprise de négoce que nous avions développée ensemble. Valeur totale selon le notaire, environ 3 millions d'euros. 3 millions d'euros de travail, de sueur, d'amour. 40 ans de notre vie, à Robert et moi. Mathieu et Séverine sont venus pour la lecture du testament. Séverine avait mis une robe noire très élégante, trop élégante pour un deuil. Elle souriait presque, quand le notaire a annoncé que tout me revenait et qu'il n'aurait rien avant ma mort. Son sourire s'est figé. Elle a serré le bras de Mathieu si fort qu'il a grimacé. Après la lecture,
Elle m'a pris à part dans le couloir. Sa voix était douce, mielleuse. « Belle maman, vous savez, vous n'êtes plus toute jeune. Ce domaine est grand, trop grand pour une femme seule. Mathieu et moi, nous pourrions vous aider. Nous pourrions même nous installer ici, avec vous, pour veiller sur vous. » J'ai compris ce jour-là ce qu'elle voulait vraiment. Pas veiller sur moi, veiller sur l'héritage. J'ai refusé poliment. J'ai dit que j'allais bien, que j'avais des employés fidèles, que je n'avais besoin de personne. Séverine n'a plus jamais été la même avec moi après ce jour. Plus de belle maman, mielleux. Plus de sourires forcés. Juste une froideur polie et des visites de plus en plus rares. Les années ont passé. J'ai continué à faire tourner le domaine. J'avais 3 employés formidables. Marie, qui s'occupait de la cave depuis 20 ans. Jean-Paul, le chef de culture, qui connaissait chaque cep de vigne par son nom. Et Thomas, le jeune commercial qui avait doublé nos ventes en 3 ans. Ensemble, nous formions une équipe, une famille, presque. Mathieu et Séverine venaient toujours une fois par mois. Toujours pour demander quelque chose. J'ai financé leur nouvelle cuisine, leur voyage aux Maldives, les cours de tennis de Séverine. Je donnais parce que c'était mon fils, parce que j'espérais encore. Et puis est arrivé ce jour de novembre 2023, ce jour qui a tout changé. J'étais invitée à un séminaire de vignerons à Annecy, 3 jours de conférences et de dégustation. J'avais hésité à y aller. Novembre, c'est traître dans les Alpes. Mais j'avais besoin de sortir, de voir du monde, de parler d'autre chose que de factures et de rendements. Je suis partie un mardi matin. Le ciel était gris, mais la route était sèche. J'ai pris l'autoroute jusqu'à Bourg-en-Bresse, puis la nationale vers le col de la Faucille. C'est là que tout a basculé. Le brouillard est tombé d'un coup, comme un rideau. Je roulais à peine à 50 km/h. Et soudain, des phares en face. Un camion. Sur ma voie. J'ai tourné le volant, trop fort. La voiture a dérapé sur une plaque de verglas. J'ai senti les rousses quitter le sol. La glissière a cédé. Et j'ai basculé dans le vide. La chute a duré une éternité. Ou peut-être 3 secondes. Je ne sais pas. Le temps s'est arrêté quand ma voiture a quitté la route. Je me souviens du bruit. Ce fracas de métal contre les arbres, de verre qui explose, de branches qui se brisent. Je me souviens de mon corps projeté contre le volant, puis contre la portière, puis encore contre le volant. Je me souviens de la douleur fulgurante dans mes côtes, et puis plus rien. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait nuit. Une nuit totale, sans lune, sans étoiles. Juste le noir et le froid. Un froid qui me mordait la peau, qui s'infiltrait dans mes os. J'ai essayé de bouger. Une douleur atroce m'a traversé le flanc gauche. Mes côtes, au moins 3 de cassées, peut-être plus. J'ai porté ma main à mon visage. Du sang. Beaucoup de sang. Une entaille au front, une autre à la joue. Ma cheville droite était coincée sous le tableau de bord. Quand j'ai essayé de la dégager, j'ai hurlé. Personne n'a répondu. La voiture était inclinée à 45 degrés, coincée entre 2 sapins énormes. Le pare-brise avait explosé. Le moteur fumait légèrement mais ne brûlait pas. J'étais vivante. Par quel miracle, je ne sais pas. Mais j'étais vivante. Mon premier réflexe a été de chercher mon téléphone. Je l'ai trouvé sur le plancher, côté passager. L'écran était noir, fissuré en étoiles. J'ai appuyé sur tous les boutons. Rien. Mort. Comme j'aurais dû l'être. J'ai regardé autour de moi. Des arbres partout. Des sapins immenses qui montaient vers un ciel que je ne voyais pas. En haut, très loin, j'apercevais à peine la lueur d'un lampadaire. La route. Elle devait être à 40 ou 50 mètres au-dessus de moi.
une paroi quasi verticale de rochers et de broussailles. J'ai compris que personne ne pouvait me voir d'en haut. La voiture était complètement cachée par la végétation. Il faudrait descendre dans le ravin pour me trouver. Et qui descendrait dans un ravin en pleine nuit, en plein hiver, sur une route de montagne déserte? La première nuit a été la plus longue de ma vie. Je ne pouvais pas dormir à cause de la douleur. Chaque respiration était une torture. Mes côtes cassées me poignardaient à chaque souffle. J'ai essayé de rester éveillée, de garder les yeux ouverts, parce que j'avais peur de ne jamais les rouvrir si je les fermais. J'ai pensé à Robert. J'ai pensé à nos 40 ans ensemble. J'ai pensé à ce qu'il me dirait s'il était là. Tiens bon, ma Claire. Tu es plus forte que tu ne le crois. J'ai serré les dents. J'ai tenu bon. À l'aube, une pluie fine a commencé à tomber. Elle s'infiltrait par le pare-brise brisé, coulait sur mon visage, trempait mes vêtements. Mais cette pluie, je l'ai bénie, parce qu'elle était de l'eau. Et j'avais soif, tellement soif. J'ai réussi à attraper une bouteille vide qui traînait sur le siège arrière. Une bouteille de Vittel que j'avais bu la veille. Je l'ai placée sous une fissure du toit où l'eau s'accumulait. Goutte après goutte, j'ai recueilli de quoi boire. Un demi-litre peut-être. Assez pour survivre un jour de plus. Dans mon sac à main, j'avais un paquet de biscuits. Des petits sablés bretons que j'avais achetés à une station-service. Je les ai rationnés. 2 biscuits le matin, 2 le soir. Il fallait tenir. Je ne savais pas combien de temps, mais il fallait tenir. Le 2e jour, j'ai essayé de sortir de la voiture. Ma cheville était enflée, violacée, mais pas cassée. Juste une entorse sévère. J'ai réussi à ouvrir la portière côté passager. Elle a grincé horriblement, mais elle s'est ouverte. Je me suis traînée dehors, centimètre par centimètre, en mordant ma manche pour ne pas hurler de douleur. Dehors, le froid était encore pire. La pluie avait cessé, mais un vent glacial soufflait entre les arbres. J'ai regardé autour de moi. Rien, que des arbres, des rochers, des broussailles. Aucun sentier, aucune trace humaine. J'étais au milieu de nulle part. J'ai essayé de crier. Ma voix était faible, cassée. Elle ne portait pas. Et même si elle avait porté, qui m'aurait entendu? La route était trop loin, trop haut. Les voitures passaient sans s'arrêter. Pourquoi s'arrêteraient-elles? Elles ne pouvaient pas me voir. Je suis retournée dans la voiture. C'était mon seul abri. Ma seule protection contre le froid. J'ai fermé la portière autant que possible. J'ai remonté le col de mon manteau et j'ai attendu. Le 3e jour, j'ai perdu espoir. Mes biscuits étaient presque finis. L'eau de pluie s'était tarie. Mes côtes me faisaient tellement mal que je pouvais à peine respirer. Et personne ne venait. Personne ne viendrait jamais. J'ai pensé à Mathieu. Mon fils. Il avait dû signaler ma disparition, non? Il avait dû appeler la gendarmerie, lancer des recherches, remuer ciel et terre pour retrouver sa mère. C'est ce que font les enfants quand leurs parents disparaissent. C'est ce que j'aurais fait pour lui. J'ai fermé les yeux. J'ai prié. Pas pour moi. Pour revoir mon fils une dernière fois. Pour lui dire que je l'aimais malgré tout. Malgré Séverine. Malgré la distance, malgré les silences. Je voulais juste le revoir. Et c'est alors qu'il est apparu. Comme un ange, ou plutôt comme un vieux berger des montagnes, avec une barbe grise et des bottes usées. Je l'ai entendu avant de le voir. Un bruit de branches qui craquent, des pas lourds dans les feuilles mortes. J'ai cru que c'était un animal. Un sanglier peut-être. J'ai eu peur. Puis une voix d'homme, rauque et profonde. Sainte Mère de Dieu, il y a quelqu'un là-dedans. J'ai voulu répondre, mais seul un gémissement est sorti de ma bouche.
C'était suffisant. La portière s'est ouverte et un visage est apparu. Un visage buriné par le vent et le soleil, des yeux bleus perçants sous des sourcils broussailleux, une barbe blanche tachée de tabac. Bon sang de bois, vous êtes vivante. Il s'appelait Marcel Dubois, 74 ans, ancien berger, maintenant ermite par choix. Il vivait seul dans un chalet à 3 kilomètres de là, sans téléphone, sans internet, sans électricité. Il faisait sa tournée de bois quand il avait remarqué les traces de dérapage sur la route, la glissière brisée. Par curiosité, il était descendu voir. Et il m'avait trouvé. Marcel m'a sorti de la voiture avec une force surprenante pour son âge. Il m'a enveloppé dans une couverture qu'il avait dans son sac. Puis il m'a porté 3 kilomètres dans la forêt, sur un sentier que lui seul connaissait. 3 kilomètres avec une femme de 66 ans sur le dos. Il n'a pas dit un mot de tout le trajet. Il marchait, c'est tout. Il me sauvait la vie. Son chalet était minuscule. Une seule pièce avec un lit, une table, un poêle à bois et des étagères remplies de bocaux. Pas de téléphone, pas de radio, rien qui me reliait au monde extérieur. Marcel m'a expliqué que la route carrossable la plus proche était à 8 kilomètres et qu'en hiver, avec la neige et le verglas, elle était souvent impraticable. Faut attendre que vous puissiez marcher, m'a-t-il dit. Je peux pas vous porter jusque là-bas et vous pouvez pas y aller seul dans cet état. Il avait raison. Je pouvais à peine me tenir debout. Mes côtes cassées m'empêchaient de respirer normalement. Ma cheville refusait de supporter mon poids. J'étais prisonnière. Prisonnière de ce chalet perdu au milieu de nulle part, mais vivante. Marcel m'a soignée comme il pouvait. Des compresses chaudes sur mes côtes, des bandages serrés autour de ma cheville, des tisanes de plantes qu'il cueillait lui-même. Il ne parlait pas beaucoup. Quelques mots par jour, pas plus. Mais ses gestes étaient doux, précis, attentionnés. Il me traitait comme une bête blessée qu'il fallait remettre sur pied. Les jours ont passé. 1, 2, 5, 10. Je comptais les encoches que Marcel faisait sur un bâton près de la porte. Une encoche par jour, ma seule connexion avec le temps qui passait. Je pensais à Mathieu, à ce qu'il devait vivre. L'angoisse de ne pas savoir. Les nuits sans dormir. Les appels aux hôpitaux, aux gendarmeries. Les recherches qu'il avait dû organiser. Je l'imaginais parcourant les routes de montagne, scrutant chaque ravin, chaque fossé. Mon fils, mon petit garçon. Il devait être fou d'inquiétude. Je me trompais tellement. Au bout de 3 semaines, j'ai pu marcher. Pas longtemps, pas vite, mais marcher quand même. Mes côtes me faisaient encore mal, mais je pouvais respirer normalement. Ma cheville supportait mon poids si je m'appuyais sur un bâton. J'étais prête à rentrer chez moi. Marcel m'a accompagnée jusqu'au village en contrebas. 6 heures de marche dans la neige. 6 heures où il me soutenait à chaque pas difficile, sans jamais se plaindre, sans jamais montrer la moindre fatigue. Quand nous sommes arrivés à la première maison du village, il s'est arrêté. « Je vais pas plus loin », m'a-t-il dit. « J'aime pas les gens. » J'ai voulu le remercier, trouver les mots. Mais qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui vous a sauvé la vie? Merci? C'est tellement dérisoire. Il a hoché la tête. « Allez retrouver votre famille. Ils doivent être morts d'inquiétude. » Mort d'inquiétude. Si seulement il avait su. Je suis entrée dans le village comme une revenante. Les gens me regardaient et avec des yeux ronds, s'arrêtaient au milieu de la rue, chuchotaient entre eux. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais sale. Certes, mes vêtements étaient déchirés, tachés de boue et de sang séché.
Mes cheveux n'avaient pas vu un peigne depuis 3 semaines, mais quand même, ces regards, cette stupeur, quelque chose n'allait pas. Je me suis dirigée vers la boulangerie. La boulangerie de Beaune, où j'allais depuis 40 ans. Où Madame Gérard me gardait toujours une baguette bien cuite, parce qu'elle savait que c'était comme ça que je les aimais. La clochette a tinté quand j'ai poussé la porte. Madame Gérard était derrière le comptoir, en train de ranger des croissants dans la vitrine. Elle a levé les yeux, et elle a lâché son plateau. Les croissants ont roulé par terre. Elle ne les a même pas regardés. Elle me fixait, la bouche ouverte, le visage blanc, comme la farine sur son tablier. Sainte Vierge, Madame Maubrun, mais vous êtes... Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. J'ai compris à ce moment-là que quelque chose de terrible s'était passé pendant mon absence. Quelque chose que je n'avais pas imaginé. Vivante, oui. Pourquoi me regardez-vous comme ça, Madame Gérard? Elle s'est appuyée au comptoir comme si ses jambes ne la portèrent plus. Madame, votre fils, il a dit que vous étiez morte. Il y a eu une messe. Il y a eu... Mon Dieu, asseyez-vous. Vous êtes toute pâle. Elle m'a fait asseoir sur une chaise près de la caisse. Elle m'a apporté un verre d'eau. Ses mains tremblaient tellement qu'elle en a renversé la moitié. Et puis elle m'a raconté. Mathieu avait signalé ma disparition le lendemain de l'accident. La gendarmerie avait trouvé la glissière brisée, des débris de phare, des traces de pneus. Ils avaient conclu à un accident mortel probable. Le ravin était trop dangereux pour une recherche immédiate, avait-il dit. Il fallait attendre des conditions météorologiques plus clémentes. Le printemps, peut-être. Mathieu n'avait pas insisté. Il n'avait pas engagé de secours privé. Il n'avait pas contacté d'hélicoptère, de spéléologue, de volontaire. Il avait simplement accepté la conclusion de la gendarmerie. Sa mère était morte. C'était comme ça. 2 semaines après l'accident, il avait organisé une cérémonie. Pas un enterrement, puisqu'il n'y avait pas de corps. Une messe du souvenir, comme on dit. Une centaine de personnes y avaient assisté. Les voisins, les commerçants du village, quelques amis de Robert et moi. Tout le monde avait pleuré. Tout le monde sauf Mathieu, apparemment, qui était resté stoïque. Et Séverine, qui portait une robe noire très élégante et qui avait passé la cérémonie, a consulté son téléphone. Après la messe, a continué Madame Gérard, votre fils et sa femme se sont installés au domaine. Ils ont dit qu'il fallait quelqu'un pour s'occuper des vignes, de la maison, que c'était temporaire, en attendant de régler la succession. La succession. Le mot m'a frappé comme une gifle. Et le notaire? Madame Gérard a baissé les yeux. Votre belle-fille l'a appelé 4 jours après l'accident. Elle voulait savoir comment accélérer les procédures. Maître Duval lui a dit qu'il fallait attendre, qu'il fallait un certificat de décès. Elle n'était pas contente, d'après ce qu'on m'a dit. Pas contente du tout. 4 jours. Séverine avait appelé le notaire 4 jours après ma disparition. Pas pour organiser des recherches. Pas pour me retrouver. Pour savoir comment mettre la main sur mon héritage. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Mon cœur était déjà fissuré depuis longtemps. Non, c'était autre chose. Une illusion peut-être. L'illusion que mon fils m'aimait vraiment. L'illusion que le sang comptait plus que l'argent. J'ai remercié Madame Gérard. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais je tenais debout. Je devais rentrer chez moi. Voir de mes propres yeux ce qu'ils avaient fait. J'ai trouvé un taxi devant la gare. Le chauffeur m'a regardé bizarrement quand je lui ai donné l'adresse du domaine Maubrun. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis s'est ravisé.
Tout le village devait être au courant. Tout le village devait savoir que la morte était revenue. Le trajet a duré 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles j'ai regardé défiler les paysages de ma vie. Les vignes que Robert et moi avions cultivées pendant 40 ans. Les collines douces de la Côte d'Or. Le clocher de l'église où nous nous étions mariés. Tout était pareil. Et pourtant, tout avait changé. Quand le taxi s'est arrêté devant le portail du domaine, j'ai retenu mon souffle. Le portail était ouvert. Il n'était jamais ouvert. Robert et moi, nous le fermions toujours, par habitude, par prudence. Dans l'allée, 3 voitures que je ne reconnaissais pas. Une BMW noire, une Audi grise, une Mercedes blanche. Des voitures de luxe. Des voitures qui n'avaient rien à faire chez moi. J'ai payé le taxi. Je me suis avancée vers la maison. Chaque pas me coûtait. Pas à cause de ma cheville, à cause de ce que j'allais découvrir. La porte d'entrée était entr'ouverte. De la musique s'échappait de l'intérieur. Du jazz. Robert détestait le jazz. Moi aussi. Mais Séverine l'adorait. Elle disait que c'était sophistiqué. J'ai poussé la porte. Le vestibule était méconnaissable. Mes photos de famille avaient disparu des murs. À leur place, des tableaux abstraits que je n'avais jamais vus. Des taches de couleurs qui ne voulaient rien dire. Le porte-manteau en chêne que Robert avait fabriqué de ses mains avait été remplacé par une structure en métal chromé, moderne, froide, laide. J'ai avancé vers le salon. Les voix se faisaient plus fortes, des rires, des éclats de conversation. Une fête! Il faisait trop la fête dans ma maison. Je me suis arrêtée sur le seuil. Et j'ai vu une vingtaine de personnes. Des gens que je ne connaissais pas. Des amis de Séverine, probablement. Ils buvaient du champagne. Mon champagne. Celui que Robert gardait dans la cave pour les grandes occasions. Ils mangeaient des fruits de mer. Des huîtres, des langoustines, des crabes. Disposés sur ma table de salle à manger. Ma table en noyer massif que nous avions achetée aux enchères à Dijon, Robert et moi, pour fêter nos 25 ans de mariage. Et au centre de tout ça, Séverine, ma belle-fille, debout près de la cheminée, un verre à la main, riant à une plaisanterie d'un homme en costume bleu. Elle portait une robe rouge. Rouge. Pas de noir de deuil. Rouge vif, comme une flamme. Et autour de son cou le collier de perles. Mon collier de perles. Celui que Robert m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Celui que je gardais dans le coffre de ma chambre. Celui que je ne portais que pour les occasions les plus importantes. Elle riait. Elle portait mes bijoux. Elle buvait mon champagne. Et moi, j'étais supposée être morte au fond d'un ravin. C'est à ce moment-là qu'elle m'a vue. Ses yeux se sont posés sur moi par hasard, en balayant la pièce. Ils se sont arrêtés, écarquillés. Son visage est devenu blanc, d'un blanc de craie, d'un blanc de mort. Le verre de champagne a glissé de sa main. Il s'est brisé sur le carrelage avec un bruit cristallin qui a fait taire toute la pièce. Tout le monde s'est retourné vers elle. Puis vers moi. Le silence était assourdissant. Et Séverine a murmuré, d'une voix étranglée. « Vous êtes morte. » J'ai fait un pas dans le salon, puis un autre. La foule s'est écartée devant moi comme la mer Rouge devant Moïse. Personne n'osait parler. Personne n'osait bouger. « Manifestement non, » ai-je répondu. Ma voix était calme, étrangement calme, comme si une autre femme parlait à ma place, une femme plus forte que moi, une femme qui avait survécu à un ravin, à 3 semaines dans la montagne, à 3 côtes cassées, une femme qui pouvait survivre à n'importe quoi. Séverine a reculé d'un pas. Sa main s'est portée instinctivement à son cou, au collier, à mon collier. On pensait...
La gendarmerie a dit « Où est mon fils ?» Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé autour d'elle comme si elle cherchait une échappatoire. Et puis une voix s'est élevée derrière moi. « Maman ?» Je me suis retournée. Mathieu se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il portait un tablier. Il préparait quelque chose à manger. Visiblement, pour ses invités, pour cette fête en l'honneur de ma mort. Son visage. Je n'oublierai jamais son visage à cet instant. Pas de la joie, pas du soulagement, de la peur, de la terreur pure. Comme s'il voyait un fantôme. Comme s'il voyait sa pire crainte prendre forme devant lui. Mon Dieu! Maman! Il a fait un pas vers moi. Ses bras se sont tendus comme pour m'embrasser. Je me suis écartée. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Ma voix n'avait pas changé. Toujours ce calme terrible. Ce calme qui me faisait peur à moi-même. J'ai regardé autour de moi. Vraiment regardé. Et j'ai vu les détails que je n'avais pas remarqués en entrant. Mes photos de mariage avaient été retirées des murs. Toutes. Les photos de Robert et moi à notre mariage, à nos anniversaires, devant les vignes. 40 ans de souvenirs effacés, remplacés par ces horribles tableaux abstraits. Ma bibliothèque avait été vidée. Les livres de Robert, ses encyclopédies du vin, ses atlas, ses romans policiers qu'il dévorait le dimanche, disparus. À leur place, des bibelots dorés et des bougies parfumées. Dans un coin du salon, des cartons, empilés contre le mur, étiquetés au marqueur noir. Vêtements CM, papier CM, divers CM, CM, Claire Maubrun. Mes initiales, mes affaires, emballées, prêtes à être jetées ou vendues. Et sur la table basse, un dossier, ouvert, avec des documents à l'intérieur. Je me suis approchée. J'ai lu le titre sur la première page. Succession Maubrun, inventaire des biens. J'ai feuilleté le dossier. Des estimations, des prix, des contacts d'agents immobiliers, des notes manuscrites de l'écriture de Séverine. Domaine, 2,8 minimum. Possibilité 3,2 PMIA avec acheteur asiatique. Entreprise, 450K. Cave, valeur à estimer. Ils avaient tout prévu, tout calculé, tout préparé, avant même d'avoir la certitude de ma mort, avant même d'avoir retrouvé mon corps. J'ai levé les yeux vers mon fils, vers cet homme de 41 ans que j'avais porté, nourri, élevé, aimé de toutes mes forces. Vous avez cherché mon corps ? Silence. Tu as engagé quelqu'un pour fouiller ce ravin ? Des secouristes ? Des alpinistes ? N'importe qui ? Silence. Tu as fait quoi pour me retrouver, Mathieu ? Il a baissé les yeux, comme un enfant pris en faute, comme un gamin qui a cassé un vase et qui espère qu'on ne s'en apercevra pas. La gendarmerie a dit que c'était trop dangereux, qu'il fallait attendre le printemps. Et tu as attendu combien de temps avant de t'installer dans ma maison ? Séverine est intervenue, bien sûr. Elle intervenait toujours. Écoutez, belle maman, on pensait bien faire. Quelqu'un devait s'occuper du domaine. Les vignes ne se gèrent pas toutes seules. Et puis, il fallait bien que quelqu'un... Taisez-vous. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste dit « Taisez-vous » d'une voix plate, sans émotion. Et c'était pire. Pire que n'importe quel hurlement. Séverine s'est tue comme si je l'avais giflée. Je me suis tournée vers les invités. Ces inconnus qui buvaient mon champagne dans ma maison. La fête est terminée. Sortez, tous, maintenant. Personne n'a protesté. Ils ont posé leurs verres, ramassé leurs affaires, et ils sont partis, en silence, sans un mot. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec gêne. Aucun ne me regardait dans les yeux.
En quelques minutes, le salon s'est vidé. Il ne restait plus que Mathieu, Séverine et moi, ma famille, ce qu'il en restait. J'ai regardé mon fils, ce fils pour qui j'avais tout donné, mon argent, mon temps, mon amour, et qui n'avait même pas cherché mon corps. Demain, 9 heures, chez le notaire. Nous discuterons de tout ça. Puis je me suis tournée vers Séverine. Et retirez ce collier, il ne vous appartient pas. Ils sont partis sans un mot. Mathieu a pris ses clés de voiture sur la console de l'entrée. Séverine a retiré le collier de perles et l'a posé sur la table du salon, brutalement, comme si les perles la brûlaient. Elle ne m'a pas regardée. Elle a juste marché vers la porte, le dos raide, les talons claquant sur le parquet. Mathieu s'est arrêté sur le seuil. Il s'est retourné vers moi. Ses lèvres ont bougé comme s'il voulait dire quelque chose. Mais aucun son n'est sorti. Il a baissé la tête et il est parti. La porte s'est refermée. Le bruit de leur voiture s'est éloigné dans l'allée. Et puis le silence. Ce silence terrible des maisons vides. Ce silence qui vous rappelle que vous êtes seul au monde. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Mon canapé. Celui que Robert et moi avions choisi ensemble chez un antiquaire de Dijon. Celui sur lequel nous regardions la télévision le soir, serrés l'un contre l'autre. Séverine avait mis des coussins dessus. Des coussins dorés avec des pompons ridicules. Je les ai jetés par terre. J'ai regardé le salon, ma maison, ce que ma famille en avait fait. Les murs nus où mes photos avaient été accrochées pendant 40 ans. Les étagères vides où les livres de Robert s'alignaient autrefois. Les cartons avec mes affaires empaquetées comme des déchets. Et sur la table basse, le dossier. Ce maudit dossier avec les estimations, les prix, les calculs. 3 millions d'euros. C'est ce que valait ma vie pour eux. 3 millions d'euros qu'ils avaient hâte de se partager. J'ai pris le collier de perles que Séverine avait laissé sur la table. Je l'ai serré dans ma main. Les perles étaient froides, lisses, parfaites. Robert les avait choisies une à une chez un joaillier de Lyon. Il avait mis 6 mois à les payer. Il me l'avait offert le soir de notre 30e anniversaire de mariage. À genoux dans ce même salon, les larmes aux yeux. Et Séverine l'avait porté pour faire la fête sur ma tombe. J'ai pleuré, longtemps, des larmes de rage, de douleur, d'épuisement, 3 semaines de survie dans la montagne, et c'est maintenant que je pleurais. Pas quand j'agonisais dans ma voiture, pas quand je croyais mourir de froid. Maintenant, dans ma propre maison, entourée des preuves couilloilles de la trahison de mon fils. Quand les larmes se sont taries, je me suis levée. Il fallait que je voie, que je comprenne l'étendue de ce qu'ils avaient fait. J'ai monté l'escalier. Chaque marche me coûtait. Mes côtes me faisaient encore mal. Ma cheville protestait. Mais je devais voir. La chambre d'amis d'abord, celle où Mathieu dormait quand il était enfant. Elle avait été transformée en dressing. Les vêtements de Séverine partout. Des robes, des manteaux, des chaussures, des dizaines de paires de chaussures alignées sur des étagères. Dans ma maison, à ma place. Le bureau de Robert ensuite. Cette pièce où il passait ses soirées à lire, à étudier les rapports de l'exploitation, à écrire des lettres à ses clients. Son bureau en acajou avait disparu. À la place, un tapis de course et des haltères. Une salle de fitness, comme il disait. Le portrait de son père que Robert gardait au-dessus de sa table de travail était posé par terre, contre le mur, face retournée. Et enfin ma chambre, notre chambre, celle que je partageais avec Robert depuis 38 ans. Le lit avait été changé. Notre lit à baldaquin, celui que nous avions acheté lors de notre voyage de noces en Italie,
avait été remplacé par un sommier moderne, bas, anguleux. Les draps étaient gris foncé. Robert et moi dormions toujours dans des draps blancs. Il disait que ça lui rappelait les hôtels de luxe. Mes vêtements avaient été vidés de l'armoire. Mes robes, mes chemisiers, mes manteaux, tout était dans des cartons empilés dans un coin. Mes chaussures aussi, mes bijoux, mes souvenirs. Seul le coffre-fort était intact, derrière le tableau au-dessus de la cheminée. Il n'avait pas trouvé le code. Dieu merci. Robert et moi étions les seuls à le connaître. La date de notre premier baiser, le 14 septembre 1979. J'ai ouvert le coffre. Tout était là. Les titres de propriété du domaine, les documents de l'entreprise, les contrats, les comptes bancaires et mon testament. Ce testament que j'avais rédigé 5 ans plus tôt, après la mort de Robert. Ce testament qui léguait tout à Mathieu. Je l'ai pris dans mes mains. Ces quelques pages qui représentaient 40 ans de travail, 40 ans de sacrifice, 40 ans d'amour. J'ai relu les mots que j'avais écrits. Je sous-signais Claire Maubrun, née Lefebvre, lègue l'intégralité de mes biens à mon fils unique Mathieu Maubrun. Le domaine viticole, le manoir, l'entreprise de négoce, les comptes bancaires, les investissements, tout. Parce qu'il est mon fils, parce que je l'aime, parce que c'est ce que font les mères. Les mots me brûlaient les yeux. J'ai pensé à ces 3 semaines dans la montagne, à ces nuits glaciales où je priais pour survivre, à ces moments où je pensais à Mathieu, où je m'imaginais qu'il remuait ciel et terre pour me retrouver. Je m'étais accrochée à cette image, à cet espoir. Mon fils me cherchait, mon fils m'aimait. Pendant ce temps, il faisait la fête. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Pas mon cœur, non. Quelque chose de plus profond, une certitude que je portais depuis 41 ans. La certitude qu'un fils aime sa mère. La certitude que le sang est plus fort que tout. J'ai déchiré le testament, lentement, méthodiquement, page après page, morceau après morceau. Les petits bouts de papier tombaient sur le sol comme des flocons de neige, comme la neige qui tombait sur moi quand j'agonisais dans ce ravin. Quand il n'est plus rien resté du testament, je me suis relevée, j'ai ramassé les morceaux, je les ai jetés dans la cheminée. Il n'y avait pas de feu, mais peu importe. Je savais ce que je faisais. Je savais ce que ça signifiait. Je suis redescendue au salon. J'ai trouvé mon téléphone fixe, celui que j'avais depuis 20 ans, celui dont Séverine disait qu'il était ringard et qu'il fallait le remplacer par un smartphone. Je l'ai décroché. J'ai composé le numéro de Maître Duval. Il était tard, presque 22 heures. Mais Maître Duval était un ami de la famille depuis toujours. Il avait géré la succession de Robert. Il gérerait la mienne. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Allô ?» Maître Duval, c'est Claire Maubrun. Silence, puis un hoquet de stupeur. « Claire ? Mais, mon Dieu, on m'a dit que vous étiez morte. Je sais, je ne le suis pas. J'ai besoin de vous voir demain. Premier rendez-vous, c'est urgent. » Bien sûr, 9 heures, ça vous convient ? Claire, je suis tellement... Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous expliquerai demain. Mais je veux que vous sachiez une chose. Je vais modifier mon testament, entièrement. Nouveau silence. Plus long cette fois. Je comprends, a-t-il fini par dire. À demain, Claire. Et je suis heureux que vous soyez vivante. J'ai raccroché. Je me suis assise dans le fauteuil de Robert. Son vieux fauteuil en cuir usé, qu'il refusait de remplacer parce qu'il était parfaitement moulé à son corps. Séverine ne l'avait pas jeté.
sans doute parce qu'il était trop lourd à déplacer. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Robert, à ce qu'il dirait s'il était là, à ce qu'il ferait. Robert était un homme juste, un homme bon. Il aurait été dévasté de voir ce que son fils était devenu. Il aurait pleuré, puis il se serait relevé, et il aurait fait ce qu'il fallait. C'est ce que j'allais faire aussi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma chambre, dans ce lit étranger avec ses draps gris que je détestais. J'ai dormi parce que mon corps n'en pouvait plus. 3 semaines de survie, 6 heures de marche dans la neige, et cette confrontation terrible. J'étais vidée, épuisée jusqu'à l'os. Mais avant de m'endormir, j'ai fait une chose. J'ai pris la photo de Robert sur ma table de nuit, celle que Séverine avait reléguée dans un tiroir. Je l'ai remise à sa place, et je lui ai parlé. « Robert, mon amour, tu vois ce qu'ils ont fait? Tu vois ce que ton fils est devenu? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas où nous avons échoué. Mais je te promets une chose. Je vais réparer ça. Je vais faire ce qu'il faut. Pour toi. Pour moi. Pour tout ce que nous avons construit ensemble. » Le visage de Robert me souriait depuis la photo. Ce sourire que j'aimais tant. Ce sourire qui disait « Tout ira bien, ma Claire. » J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis 3 semaines, j'ai dormi sans faire de cauchemar. Le lendemain matin, je me suis levée à 6 heures. Comme toujours. Comme tous les jours depuis 40 ans. Les vignerons se lèvent tôt. C'est dans notre sang. J'ai pris une douche. Une vraie douche chaude. La première depuis 3 semaines. L'eau coulait sur mon corps et emportait la crasse, la sueur, le sang séché. J'ai regardé mes blessures. Les bleus sur mes côtes viraient au jaune. Les coupures sur mon visage cicatrisaient. J'allais garder des traces, des cicatrices. Mais j'étais vivante. J'ai enfilé des vêtements propres, les miens. Ceux que Séverine avait empaquetés dans des cartons. Une jupe bleu marine, un chemisier blanc, ma veste en tweed que Robert adorait. Et autour du cou le collier de perles, à sa place, là où il aurait toujours dû être. J'ai préparé du café. Je me suis assise à la table de la cuisine. Et j'ai attendu. À 8h45, j'ai pris ma voiture. Enfin, pas ma voiture. Ma voiture était au fond d'un ravin. J'ai pris celle de Robert, sa vieille Peugeot qu'il refusait de vendre parce qu'elle marchait encore très bien. Elle était dans le garage, couverte de poussière. Mais elle a démarré du premier coup. À 9h pile, j'étais dans le bureau de Maître Duval. Maître Duval m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Il s'est levé de son fauteuil, a contourné son bureau et m'a prise dans ses bras. Lui qui était toujours si formel, si professionnel. Il m'a serré contre lui pendant de longues secondes, sans rien dire. Quand il m'a relâché, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Claire, mon Dieu, Claire, quand j'ai appris pour l'accident, nous avons tous cru que... Je sais, maître, je sais. Il m'a fait asseoir. Il m'a servi un café. Ses mains tremblaient légèrement. Et puis il m'a écouté. Pendant 1 heure, je lui ai tout raconté. L'accident, la chute, les 3 semaines dans la montagne, Marcel, le retour, et ce que j'avais trouvé en rentrant chez moi. Son visage s'est durci au fur et à mesure de mon récit. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un long moment. Puis il a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti un dossier. « Claire, je dois être honnête avec vous. Votre fils est venu me voir 4 jours après votre disparition. Je sais. Madame Gérard me l'a dit. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est l'étendue de ses démarches. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur des documents, des formulaires, des lettres,
Votre fils a demandé un certificat de décès. J'ai refusé. Il n'y avait pas de corps, pas de preuve formelle. Il a alors demandé une procédure de présomption d'absence. C'est une procédure légale qui permet, après un certain délai, de déclarer une personne disparue comme morte et de procéder à l'ouverture de la succession. J'ai senti mon estomac se nouer. Continue. Il a également demandé un inventaire détaillé de tous vos biens. Je lui ai fourni ce que la loi m'obligeait à fournir, mais j'ai refusé d'aller plus loin. Il n'était pas content. Sa femme encore moins. Maître Duval a tourné quelques pages. J'ai aussi reçu des appels de votre belle-fille. Elle voulait savoir comment accélérer les procédures. Elle parlait d'acheteurs potentiels pour le domaine, d'un investisseur chinois qui offrait 3 millions d'euros. Elle voulait savoir si on pouvait vendre avant même que la succession soit réglée. Et qu'avez-vous répondu? Que c'était impossible, que tant qu'il n'y avait pas de certificat de décès, vous étiez légalement vivante et propriétaire de tous vos biens. Elle a raccroché sans me dire au revoir. J'ai fermé les yeux. 3 millions d'euros. C'était le prix de ma vie pour Séverine. 3 200 000 euros. Pas un centime de plus. Maître, je veux modifier mon testament, entièrement. Je m'en doutais. Je veux que Mathieu reçoive le strict minimum légal, pas un centime de plus. Et je veux que Séverine ne reçoive rien. Absolument rien. Maître Duval a hoché la tête. C'est faisable. La loi française prévoit une réserve héréditaire. Votre fils, en tant qu'enfant unique, a droit à la moitié de vos biens. Vous ne pouvez pas le déshériter totalement. Mais vous pouvez disposer librement de l'autre moitié. Et vous pouvez structurer l'héritage de manière à ce qu'il soit le moins avantageux possible pour lui. Comment? Versement sous forme de rente mensuelle sur 20 ou 25 ans. Non transmissible, non cessible. S'il meurt avant la fin, le reste revient à qui vous voulez. S'il divorce, sa femme n'a droit à rien. J'ai souri. Pour la première fois depuis mon retour. Faites-le. Nous avons passé 2 heures à rédiger le Nouveau Testament. 2 heures pendant lesquelles j'ai décidé de l'avenir, de tout ce que Robert et moi avions construit. Le domaine irait à une fondation pour jeunes vignerons défavorisés. L'entreprise serait partagée entre mes 3 employés fidèles. Une somme importante irait à Marcel, le berger qui m'avait sauvé la vie. Et Mathieu recevrait le minimum légal, versé en petites mensualités pendant un quart de siècle. Quand nous avons terminé, Maître Duval m'a regardé avec un mélange de respect et de tristesse. « Claire, êtes-vous sûre de vous? Une fois ce document signé, il sera très difficile de revenir en arrière. »« J'en suis sûre. Et votre fils? Vous ne voulez pas lui donner une chance de s'expliquer? » J'ai pensé à Mathieu, à son visage quand il m'avait vu dans le salon. Pas de joie, pas de soulagement, de la peur, de la terreur. Il a eu 3 semaines pour me chercher. Il ne l'a pas fait. C'est toute l'explication dont j'ai besoin. J'ai signé le testament. Maître Duval l'a contresigné. C'était fait. En sortant de l'étude, j'ai croisé Mathieu et Séverine dans le couloir. Ils attendaient. Séverine portait un tailleur noir très strict. Mathieu avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. « Maman !» a-t-il commencé. « Il faut qu'on parle. »« Pas maintenant. Maître Duval vous attend. » Je suis partie sans me retourner. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Je vivais seule dans ma maison, mais je ne me sentais plus chez moi. Chaque pièce portait les traces de leur occupation. Les tableaux abstraits sur les murs, les bibelots dorés sur les étagères, l'odeur du parfum de Séverine qui imprégnait encore les rideaux. J'ai tout enlevé.
Tout. Pendant 3 jours, j'ai travaillé du matin au soir. J'ai décroché les tableaux et les ai mis à la poubelle. J'ai jeté les coussins, les bougies, les décorations. J'ai retrouvé mes photos de famille dans un carton au grenier et je les ai remises à leur place. J'ai racheté des draps blancs pour mon lit. J'ai fait venir un antiquaire pour qu'il me trouve un bureau en acajou pour remplacer celui que Séverine avait fait enlever. Petit à petit, ma maison redevenait ma maison. Mais la guerre ne faisait que commencer. Une semaine après mon retour, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle venait d'un cabinet d'avocats à Lyon. Je ne connaissais pas ce cabinet. J'ai ouvert l'enveloppe avec un mauvais pressentiment. La lettre était longue, pleine de termes juridiques compliqués. Mais le message était clair. On me demandait de me soumettre à une évaluation psychiatrique. On invoquait le traumatisme de l'accident. On parlait de confusion mentale, de propos incohérents, de comportements erratiques. On suggérait que je n'étais plus en mesure de gérer mes affaires. J'ai relu la lettre 3 fois. Puis j'ai compris. Séverine contre-attaquait. Elle voulait me faire déclarer incapable. Si elle y parvenait, Mathieu serait nommé tuteur légal. Il aurait le contrôle de tous mes biens, de ma maison, de mon argent, de ma vie. J'ai appelé Maître Duval immédiatement. J'ai reçu la même lettre ce matin, m'a-t-il dit. C'est une procédure de mise sous tutelle. Ah, votre belle-fille a trouvé un médecin qui accepte de demander une expertise psychiatrique. Un médecin? Quel médecin? Un certain docteur Grandjean. Grandjean, le nom de famille de Séverine avant son mariage. C'est son beau-frère, ai-je dit, le mari de sa sœur. Je m'en doutais. C'est un conflit d'intérêts évident. Nous pourrons le contester devant le juge. Mais en attendant, vous allez devoir vous soumettre à l'évaluation. Si vous refusez, ça jouera contre vous. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de rage. Les jours suivants, j'ai senti l'étau se resserrer. Séverine avait fait le tour du village. Elle racontait à qui voulait l'entendre que je n'allais pas bien, que le traumatisme de l'accident m'avait rendu paranoïaque, que je tenais des propos incohérents sur un ermite imaginaire qui m'aurait sauvée, que je refusais de voir ma famille, que je m'isolais dangereusement. Les gens me regardaient différemment maintenant, avec pitié, avec inquiétude. Certains traversaient la rue pour m'éviter. D'autres me parlaient lentement, comme à une enfant ou à une malade. J'ai appelé mes anciennes amies. Colette, avec qui je jouais au bridge tous les jeudis depuis 20 ans. Elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message. Elle ne m'a pas rappelé. J'ai appelé Françoise, ma voisine, celle avec qui je prenais le café tous les matins avant la mort de Robert. Elle a décroché. Sa voix était gênée. « Claire, je suis contente que tu sois vivante. Vraiment. Mais Séverine m'a dit que tu n'allais pas bien. Elle s'inquiète beaucoup pour toi, tu sais. Elle dit que tu refuses de te faire soigner, que tu as des idées bizarres. » Françoise, c'est faux. Séverine veut mettre la main sur mon héritage. Elle essaie de me faire passer pour folle. Silence au bout du fil. Tu vois, Claire, c'est exactement ce que Séverine disait. Que tu étais paranoïaque, que tu voyais des complots partout. J'ai raccroché. J'avais envie de hurler, de pleurer, de frapper les murs. Séverine était intelligente, diaboliquement intelligente. Elle avait retourné tout le monde contre moi. En quelques jours, j'étais passée de victime à folle, de survivante à paranoïaque. Personne ne me croyait. Personne ne me soutenait. J'étais seule. Un soir, j'ai craqué. Je me suis assise dans le salon, dans le fauteuil de Robert, et j'ai pleuré. Des heures, jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes,
jusqu'à ce que mes yeux soient secs et brûlants. J'ai regardé la photo de Robert sur la cheminée. Qu'est-ce que je fais, mon amour? Je suis seule. Tout le monde me croit folle. Notre fils veut me voler ce que nous avons construit. Et je n'ai personne. Personne. Le silence m'a répondu. Ce silence terrible des maisons vides. Ce silence qui vous rappelle que les morts ne reviennent pas, même quand on a désespérément besoin d'eux. J'ai pensé à abandonner, à tout laisser tomber, à signer ce qu'ils voulaient que je signe, et à finir mes jours dans une maison de retraite, loin de tout ça, loin de la douleur, loin de la trahison. Et puis on a sonné à la porte. Il était presque 22 heures. Je ne m'attendais à personne. J'ai hésité à ouvrir. Et si c'était Séverine? Et si c'était des gens qu'elle avait envoyés pour me faire interner de force? J'ai regardé par le Judas, et j'ai vu un visage que je n'espérais plus revoir. Marcel, le berger, en costume de ville, mal à l'aise, triturant son chapeau entre ses mains. J'ai ouvert la porte. « Marcel? Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il a levé les yeux vers moi, ses yeux bleus perçants sous les sourcils broussailleux. « Madame Claire, j'ai marché jusqu'au village. J'ai pris le car jusqu'ici. J'ai mis 2 jours. » « 2 jours? Mais pourquoi? » J'ai entendu parler de ce qu'ils disent sur vous, que vous avez inventé l'accident, que vous êtes folle, que personne ne vous a sauvé parce qu'il n'y avait personne à sauver. J'ai senti mes jambes fléchir. Comment avez-vous su? Le facteur du village. Il passe chez moi 1 fois par semaine pour m'apporter mon courrier. Il m'a raconté. Il m'a dit que votre famille racontait partout que vous aviez tout inventé, que l'ermite n'existait pas. Marcel a sorti un sac en papier de sous son manteau. Alors je suis venue, avec ça. Il m'a tendu le sac. À l'intérieur, il y avait mes affaires. Mon sac à main écrasé, retrouvé dans la voiture. Mon portefeuille avec mes papiers d'identité, mes clés, la carte routière que j'avais utilisée pour aller à Annecy. Et autre chose. Un vieux téléphone Nokia, celui de Marcel. J'ai pris des photos, a-t-il dit, de la voiture, de vos blessures quand je vous ai trouvé, du chalet, de tout. Je savais pas pourquoi sur le moment. Quelque chose me disait de le faire. J'ai allumé le téléphone. L'écran était petit, pixelisé, mais les images étaient claires. Ma voiture écrasée contre les sapins, le pare-brise explosé, les traces de sang sur le volant. Moi, inconsciente, le visage tuméfié, les vêtements déchirés. Moi, allongée dans le chalet de Marcel, des bandages autour des côtes, une compresse sur le front, le chalet lui-même, la neige dehors, la date affichée sur un vieux calendrier au mur, des preuves irréfutables, indiscutables. J'ai regardé Marcel, cet homme qui avait marché 2 jours pour venir me sauver une 2e fois. « Pourquoi ?» ai-je murmuré. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» Il a haussé les épaules. « Parce que c'est juste, et parce que personne ne devrait être traité comme il vous traite. Personne. » Je l'ai fait entrer. Je lui ai préparé du thé. Nous avons parlé jusqu'à minuit. Il m'a raconté sa vie. 60 ans de solitude dans la montagne. Une femme qu'il avait aimée et qui était morte jeune. Des enfants qu'il n'avait jamais eus. Une existence simple, rude, mais honnête. Et moi, je lui ai raconté la mienne. Robert, Mathieu, Séverine, l'accident, le retour, la trahison. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a simplement dit « Ils vont payer. » La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Cette nuit-là, Marcel a dormi dans la chambre d'amis. Et moi, pour la première fois depuis mon retour, j'ai dormi paisiblement.
parce que je n'étais plus seule, parce que j'avais un allié, parce que j'avais des preuves. La guerre pouvait continuer. Maintenant, j'avais des armes. Le jour de l'audience est arrivé. Un mardi de décembre. Froid et gris. Le tribunal de Beaune était un bâtiment austère, avec des couloirs interminables et des néons qui grésillaient. J'y suis entrée la tête haute, accompagnée de mon avocat, Maître Fontaine, une femme d'une 50aine d'années, au regard acéré, que Maître Duval m'avait recommandé, et de Marcel, qui avait enfilé son unique costume pour l'occasion. Il tirait sur son col toutes les 5 minutes, visiblement mal à l'aise loin de ses montagnes. De l'autre côté du couloir, Mathieu et Séverine attendaient avec leur avocat. Séverine portait un tailleur gris, très sobre. Elle avait même retiré ses bijoux voyants. Elle jouait la belle-fille inquiète, dévouée, responsable. Mathieu, lui, évitait mon regard. Il fixait ses chaussures comme s'il y découvrait quelque chose de fascinant. L'huissier nous a fait entrer dans la salle d'audience. La juge était une femme d'une 60aine d'années. Madame Levesque, le visage sévère mais les yeux intelligents. Elle a parcouru les dossiers devant elle pendant quelques minutes, puis a levé la tête. L'avocat de Séverine a parlé en premier. Il a décrit une vieille femme traumatisée, confuse, qui tenait des propos incohérents sur un ermite mystérieux. Il a parlé de mon refus de me faire soigner, de mon comportement paranoïaque envers ma propre famille, de mes décisions financières irrationnelles. Il a demandé que je sois placée sous tutelle pour ma propre protection. Puis ça a été notre tour. Maître Fontaine s'est levée calmement. Elle a d'abord présenté les rapports médicaux. Mon médecin personnel, le docteur Mercier, qui me suivait depuis 20 ans, un neurologue de l'hôpital de Dijon, le professeur Lambert, spécialiste des traumatismes crâniens. Tous deux concluaient la même chose. Aucune séquelle cognitive, capacité de jugement parfaitement préservée, état mental remarquable pour une personne ayant survécu à un tel accident. Ensuite, elle a appelé Marcel à la barre. Marcel s'est avancé lentement. Il a prêté serment d'une voix grave. Et puis il a raconté comment il avait trouvé ma voiture, comment il m'avait sorti du ravin, comment il m'avait soigné pendant 3 semaines dans son chalet. L'avocat de Séverine a tenté de le déstabiliser. Il a suggéré que Marcel était un vieil homme solitaire, peut-être confus lui aussi, que son témoignage n'était pas fiable. Marcel l'a regardé droit dans les yeux. « Monsieur, j'ai 74 ans. J'ai passé 50 ans dans la montagne. J'ai vu des dizaines d'accidents. J'ai sauvé des dizaines de personnes. Je sais ce que j'ai vu. Et j'ai des preuves. » Maître Fontaine a sorti le téléphone de Marcel. Elle a présenté les photos à la juge. La voiture écrasée, mes blessures, le chalet, les dates sur le calendrier. Le visage de Séverine s'est décomposé. La juge a examiné les photos longuement. Puis elle s'est tournée vers le psychiatre mandaté par le tribunal, le docteur Renaud, qui m'avait évalué la semaine précédente. « Docteur, quelle est votre conclusion ?» Le docteur Renaud a ouvert son rapport. Madame Maubrun présente un état mental parfaitement stable. Elle répond à toutes les questions avec précision et cohérence. Elle se souvient de chaque détail de son accident et de sa survie. Elle comprend parfaitement les enjeux juridiques et financiers de sa situation. Je ne vois aucun signe de confusion, de démence ou d'instabilité. Au contraire, je trouve remarquable qu'une personne de son âge ait survécu à un tel traumatisme, avec aussi peu de séquelles. Il a marqué une pause. Je dois également noter que la demande d'évaluation initiale a été faite par un médecin qui s'avère être le beau-frère de Madame Séverine Maubrun. C'est un conflit d'intérêts évident
qui aurait dû invalider cette demande dès le départ. La juge a hoché la tête. Elle a regardé Séverine. « Madame Maubrun, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Séverine s'est levée. Elle a tenté de sourire. « Madame la juge, nous voulions simplement protéger ma belle-mère. Après un tel accident, il est normal de s'inquiéter. Nous n'avions que son bien-être en tête. » La juge l'a fixé longtemps, puis elle a dit « Madame, j'ai examiné ce dossier attentivement. Ce que je vois, ce n'est pas une famille inquiète. Ce que je vois, c'est une famille qui a organisé une fête dans la maison de la disparue, moins de 3 semaines après l'accident. Une famille qui a contacté le notaire 4 jours après la disparition pour demander comment accélérer la succession. Une famille qui a emménagé dans la maison de la disparue avant même d'avoir la confirmation de sa mort. Séverine a pâli. « Ce que je vois, » a continué la juge, « c'est une tentative manifeste de spoliation d'une personne âgée. La demande de mise sous tutelle est rejetée et je transmets ce dossier au procureur pour qu'il examine s'il y a lieu d'engager des poursuites pour abus de faiblesse. » Le silence est tombé sur la salle. Mathieu a enfoui son visage dans ses mains. Séverine est restée figée, livide. Nous avons gagné. Une semaine plus tard, j'ai convoqué Mathieu et Séverine chez Maître Duval pour leur communiquer les termes de mon nouveau testament. Ils sont arrivés ensemble, tendus, silencieux. Séverine avait perdu son arrogance. Elle ressemblait à un animal pris au piège. Maître Duval a lu le document d'une voix monocorde. Le domaine à la fondation, l'entreprise aux employés, l'argent à Marcel, et pour Mathieu, le strict minimum légal, versé en rente mensuelle sur 25 ans. Quand il a eu fini, Séverine a explosé. « C'est illégal, on va contester. Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Maître Duval l'a regardé calmement. « Madame, j'ai vérifié ce testament avec 3 confrères. Il est parfaitement légal. La réserve héréditaire de votre époux est respectée. Le reste relève de la libre disposition de Madame Maubrun. Vous pouvez contester si vous le souhaitez. Mais je vous préviens que vos chances de succès sont nulles. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. J'ai aussi quelque chose pour vous, Séverine. Un cadeau d'adieu. » Elle m'a regardée avec méfiance. Elle a pris l'enveloppe, l'a ouverte. À l'intérieur, des captures d'écran, des dizaines. Ces messages WhatsApp avec un certain Marco. Ça y est, la vieille est morte. Dans 6 mois max, on a le fric et je me casse. Mathieu comprendra rien comme d'hab. Je lui laisse les miettes et on part au soleil, mon amour. Vivement qu'on soit débarrassé de cette famille de paysans. T'inquiète, bébé, dès que l'héritage est réglé, je demande le divorce et on file au Portugal. Mathieu lisait par-dessus l'épaule de sa femme. Son visage se décomposait à chaque message. « C'est quoi ça ?» a-t-il murmuré. « C'est quoi ces messages ?» Séverine a bafouillé. « C'est un montage. C'est faux. Quelqu'un a truqué ces messages. Tu ne peux pas croire. Ton amant travaille au garage du village. » ai-je dit calmement. « Il répare ma voiture depuis 15 ans. Quand il a appris ce que tu prévoyais de faire avec l'argent que tu lui avais promis, il a eu des remords. Il est venu me voir. Il m'a tout donné. Les messages, les photos, tout. » Mathieu s'est levé brusquement. Sa chaise est tombée en arrière. « Tu allais me quitter. » « Mathieu, écoute-moi. Tu as fêté la mort de ma mère. Tu voulais prendre l'argent et partir avec un autre. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu allais me quitter. » Il hurlait maintenant. Des larmes coulèrent sur ses joues. Pas des larmes de tristesse, des larmes de rage, d'humiliation, de honte.
Il est sorti de l'étude sans un mot de plus, sans un regard pour moi, sans un regard pour Séverine. Elle est restée seule, face à moi. Sa belle assurance avait disparu. Elle tremblait. « Vous avez détruit ma vie. » A-t-elle sifflé? Non, je l'ai simplement éclairée. Je me suis levée. J'ai rajusté mon collier de perles et je suis partie. 6 mois ont passé depuis ce jour, dans l'étude de Maître Duval. 6 mois pendant lesquels ma vie a repris son cours. Lentement, doucement, comme une rivière qui retrouve son lit, après une crue dévastatrice. Le domaine Maubrun n'est plus vraiment le mien désormais, mais il n'a jamais été aussi vivant qu'aujourd'hui. Les travaux de transformation ont commencé au printemps, quand les premières feuilles ont percé sur les ceps de vigne et que l'air s'est rempli de cette odeur de terre mouillée que Robert aimait tant. La Fondation Robert Maubrun accueillera ses premiers apprentis en septembre prochain. 12 jeunes venus de quartiers difficiles de Lyon, de Marseille, de Paris. Des jeunes qui n'ont jamais vu une vigne de leur vie, mais qui veulent apprendre, qui veulent construire quelque chose de leurs mains, qui veulent devenir quelqu'un. Je les ai rencontrés le mois dernier, lors d'une journée de présentation organisée par l'Association des vignerons de Bourgogne. Ils avaient là des yeux brillants, des questions plein la bouche, une énergie qui m'a rappelé Robert quand il était jeune, quand nous avions tout à construire et rien à perdre. J'ai gardé un petit appartement aménagé dans l'ailesse du manoir, 3 pièces avec vue sur les vignes, suffisamment pour une femme seule qui n'a plus besoin de tant d'espace. Je supervise les travaux, je conseille les architectes, je planifie les programmes de formation avec les responsables de la fondation. Je me sens utile, vivante, nécessaire, des sentiments que j'avais oubliés depuis la mort de Robert. Marcel vient me voir une fois par mois, parfois 2 quand le temps le permet. Il descend de sa montagne avec son vieux sac à dos, prend le car jusqu'à Beaune, et nous déjeunons ensemble sur la terrasse quand il fait beau ou dans la cuisine quand il pleut. Nous parlons de tout et de rien, de la montagne et des vignes, du silence et du vent, de la solitude et de la paix. Il ne parle jamais de l'argent que je lui ai légué. C'est 100 000 € qu'il a utilisés pour rénover son chalet et acheter un nouveau poêle à bois. Il dit que c'est trop, que c'était inutile, qu'il n'a besoin de rien. Mais je vois bien que son dos est moins voûté qu'avant, que ses yeux sont moins fatigués, qu'il sourit plus souvent. Marcel m'a sauvé la vie 2 fois, une fois dans le ravin et une fois dans ce tribunal, et aucune somme d'argent ne pourra jamais rembourser cette dette. Mais au moins, je peux lui offrir un peu de confort pour ses vieux jours, un peu de chaleur pour ses hivers dans la montagne. Mathieu a divorcé au printemps. La procédure a été rapide, brutale, sans appel. Séverine est partie avec la moitié de leurs biens communs, ce qui ne représentait pas grand-chose, puisqu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, accumulant les dettes en attendant mon héritage. Elle est partie au Portugal, paraît-il, rejoindre son fameux Marco. Aux dernières nouvelles que j'ai eues par le bouche-à-oreille du village, il l'a quittée 3 mois plus tard, pour une femme plus jeune, une Brésilienne rencontrée dans un bar de Lisbonne. Séverine travaille maintenant comme serveuse dans un restaurant touristique de l'Algarve, elle qui rêvait de champagne et de villas au bord de la mer. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, comme disait Marcel. Elle a semé la cupidité et la trahison. Elle récolte la solitude et l'amertume. Mathieu m'a écrit une lettre il y a 2 mois. 3 pages d'une écriture serrée, maladroite, pleine de ratures et de taches, qui ressemblaient à des larmes séchées. Il ne demandait rien, pas d'argent, pas de pardon, pas de réconciliation,
Il racontait simplement comment il s'était perdu, comment Séverine l'avait manipulé année après année, comment il avait eu tellement honte de ce qu'il était devenu, qu'il avait préféré croire sa mère morte plutôt que d'affronter son propre regard dans le miroir. Il disait qu'il comprenait ma décision, qu'il l'acceptait, qu'il ne me demandait rien d'autre que de savoir que j'allais bien. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, seule dans mon appartement, avec le collier de perles autour du cou et la photo de Robert sur la table de nuit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le pardon prend du temps, et certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais 3 semaines plus tard, je lui ai envoyé une carte postale avec une photo des vignes au printemps. Juste quelques mots. La porte n'est pas fermée. Nous nous voyons maintenant, parfois, un café à Beaune, une promenade dans les vignes, quand le temps le permet. Nous ne parlons pas du passé, pas encore, peut-être jamais. Mais nous parlons du présent, des petites choses de la vie quotidienne, et c'est déjà beaucoup. Ce soir, je suis assise sur la terrasse de mon petit appartement, face aux vignes que Robert et moi avons cultivées pendant 40 ans. Le soleil se couche sur la Bourgogne, teintant le ciel de rose et d'or, et les rangées de ceps dessinent des lignes parfaites jusqu'à l'horizon. Dans ma main, un verre de Pommard 2018, la dernière cuvée que Robert a supervisée avant sa mort. Un vin rond et généreux qui a le goût de notre vie ensemble. Le collier de perles est autour de mon cou, à sa place, là où il aurait toujours dû rester. Je pense à tout ce qui s'est passé depuis ce jour de novembre, où ma voiture a basculé dans le ravin. Je pense à la douleur, à la peur, à la trahison, à la solitude. Mais je pense aussi à Marcel, à sa bonté simple et vraie. Je pense à ces jeunes qui viendront bientôt apprendre le métier de vigneron, dans la maison où j'ai vécu 40 ans de bonheur. Je pense à Robert, qui me sourit depuis sa photo, qui me dit que tout ira bien, que tout va bien. On m'a cru morte. On a fêté ma disparition dans ma propre maison, avec mon champagne, mes verres en cristal, mes plateaux d'argent. On a porté mes bijoux, dormi dans mon lit, vidé mes armoires, empaqueté mes souvenirs dans des cartons étiquetés comme des déchets. Pendant que j'agonisais seule dans un ravin des Alpes, avec 3 côtes cassées et le froid qui me rongeait jusqu'aux os, ma famille calculait déjà combien elle pourrait tirer de ma mort. 3 200 000 €, c'était le prix de ma vie pour ma belle-fille. Pas un centime de plus, pas une larme de regret. Mais je suis là, vivante, debout, plus forte que je ne l'ai jamais été. Pas par vengeance, non. La vengeance est un poison qui détruit celui qui le porte, autant que celui qui le reçoit. Je n'ai pas cherché à détruire Séverine, ni à punir Mathieu. J'ai simplement refusé d'être leur victime. J'ai refusé de me laisser écraser par leur cupidité, leurs mensonges, leur trahison. J'ai choisi la justice plutôt que la haine, la vérité plutôt que l'amertume, la dignité plutôt que la soumission. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. C'est une loi aussi vieille que le monde, aussi certaine que le lever du soleil et le cycle des saisons. Séverine a semé la cupidité pendant des années. Elle a manipulé, menti, calculé, attendu ma mort comme on attend un héritage. Elle récolte aujourd'hui la solitude et l'abandon, serveuse dans un restaurant touristique à l'autre bout de l'Europe, quittée par l'homme pour qui elle avait tout sacrifié. Mathieu a semé la lâcheté. Il a choisi sa femme plutôt que sa mère, le confort plutôt que la vérité, le silence plutôt que l'amour. Il récolte les regrets et les remords. Un divorce brutal et la certitude d'avoir trahi la seule personne qui l'aimait vraiment. Et moi, qu'ai-je semé? La patience peut-être,
la résilience, l'espoir têtu que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. J'ai récolté la paix, une paix que je n'avais jamais connue auparavant, même du vivant de Robert. Une paix qui vient de l'intérieur, de la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir tenu bon quand tout s'effondrait autour de moi. Si vous m'écoutez ce soir et que vous souffrez en silence, si quelqu'un dans votre vie vous traite comme si vous n'existiez pas, comme si votre valeur se mesurait à ce que vous possédez plutôt qu'à ce que vous êtes, je veux que vous sachiez une chose. Vous méritez mieux. Vous méritez le respect, la dignité, l'amour véritable. Et si ceux qui devraient vous aimer ne vous donnent pas ces choses, alors vous avez le droit de les chercher ailleurs. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de dire non. Une femme de 66 ans peut survivre seule à un ravin, à 3 côtes cassées, à 3 semaines dans la montagne sans téléphone ni secours. Elle peut survivre à la trahison de son propre fils, au mensonge de sa belle-fille, à la solitude d'un monde qui la croit folle. Elle peut se relever, se battre et gagner. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Levez-vous, marchez, vivez, comme je l'ai fait, seul dans ce ravin, sous la neige, quand tout espoir semblait perdu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, une mère, une sœur, une amie, une voisine. Parfois une histoire change toute une journée, parfois elle change toute une vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.